Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la 6e vidéo consacrée au cours de la physiologie de la reproduction. Après avoir parlé de la fonction exocrine de l'ovaire, l'ovogénèse, folliculogénèse, le mécanisme de l'ovulation, dans cette vidéo, on va parler du contrôle neuro-endocrinien de l'ovulation. Donc, avant de parler du contrôle, il faut noter qu'il existe deux types d'ovulation. Il y a l'ovulation spontanée et l'ovulation provoquée. L'ovulation spontanée, comme son nom l'indique, c'est une ovulation qui se produit en dehors de tout rapport sexuel, c'est-à-dire au cours de l'activité génitale, à un moment au cours de l'activité génitale cyclique. C'est le cas de la femme, la rate, la souris et d'autres femelles. Et on parle d'une ovulation provoquée, c'est-à-dire l'ovulation, elle ne se produit qu'après accouplement ou coït. C'est le cas de la lapine, de la chatte et d'autres femelles. Donc il y a ovulation spontanée et ovulation provoquée. Donc, quel est le contrôle de cette ovulation? Bien sûr, il y a un contrôle hormonal. Donc, le contrôle hormonal, il est dû aux hormones gonadotropes antéhypophysaires. C'est le même cas que chez l'homme. Donc, les trois hormones qui interviennent chez la femelle sont l'hormone folliculostimulante, l'hormone lutéinisante et l'hormone lutéotrophique, c'est-à-dire la prolactine. On va voir que cette prolactine, elle intervient surtout dans la lactation. Alors, quel est le rôle de ces hormones-là? Donc, l'hormone, la folliculostimuline hormone, c'est elle qui permet la croissance du follicule. Et c'est elle qui permet le développement de la thèque interne et de la granulosa, du follicule. C'est sous l'action de la FSH qu'il y a déclenchement des transformations folliculaires, c'est-à-dire le follicule primordial, il se transforme en follicule primaire, secondaire, tertiaire jusqu'au follicule mûr ou de Graaff. Et c'est cette hormone-là qui permet la reprise de la méiose de l'ovocyte. Et c'est cette hormone-là qui est libérée en premier lieu. Bien sûr, les deux hormones, ils sont libérés simultanément, mais c'est FSH qui est sécrétée la première. La LH, quant à elle, c'est elle qui conditionne l'ovulation, c'est-à-dire c'est après une décharge ou un pic pulsatile de LH qu'il y a ovulation. Et ensuite, le follicule déhiscent, il va se transformer en corps jaune sous l'action de cette LH. Si on fait une hypophysectomie, on arrête totalement le développement de l'ovaire. Et si on fait une administration d'un extrait hypophysaire, bien sûr, la fonction ovarienne, elle va se rétablir. Il y a une petite remarque que vous devez connaître, c'est que FSH et LH sont sécrétés simultanément, comme je viens de dire, avant l'ovulation, et c'est pour un certain équilibre entre FSH et LH que se produisent les transformations méiotiques de l'ovocyte ainsi que la rupture du follicule. Donc c'est le rapport FSH sur LH qui est responsable de l'ovulation. Bien sûr, à des valeurs qui seront bien définies et bien adéquates. Le centre nerveux de contrôle. Il y a un centre nerveux qui contrôle l'ovulation, comme nous avons vu précédemment. Il y a des cellules neurosécrétrices, c'est-à-dire des neurones de l'hypothalamus qui vont nous libérer la gonadolibérine, c'est-à-dire des hormones qui vont stimuler l'antéhypophyse, et l'antéhypophyse, à son tour, elle va libérer FSH et LH, donc ce qui va stimuler la fonction ovarienne. Donc la fonction ovarienne, elle dépend de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors ce que vous devriez savoir, c'est le cycle menstruel théorique. C'est que le premier jour
du règle, ça correspond au premier jour du cycle. C'est-à-dire, on compte le nombre du cycle à partir du premier jour des règles. Donc, le cycle 28 jours, c'est théorique. Bien sûr, chaque femme a son cycle parce que chaque femme, ce cycle-là, il dépend de beaucoup de choses, de certains facteurs extérieurs, de l'état émotionnel, du mode de vie, etc. Donc, chaque femme a son cycle propre à elle-même. Donc, ce cycle théorique, au milieu, on a l'ovulation, c'est-à-dire vers le 14e jour. Et c'est cette partie-là qui correspond à la période de fécondité, c'est-à-dire c'est cette période-là que la femme elle pourra avoir des enfants. Donc ce cycle-là, il comprend deux phases. Phase folliculaire, c'est-à-dire pendant cette phase qu'il y a le développement du follicule, et bien sûr c'est pendant cette phase qu'il y a libération des oestrogènes, et après ovulation, on parle de la phase lutéale, c'est-à-dire la phase où il y a formation du corps jaune et sécrétion de la progestérone et également des oestrogènes. Donc ce cycle-là, il faut le retenir. Premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. Donc qu'est-ce qui se passe pendant la première phase du cycle, c'est-à-dire pré-ovulatoire? Comment ça fonctionne? L'hypothalamus, il va libérer, donc d'une façon naturelle, ça, c'est-à-dire chez une femme en bonne santé. L'hypothalamus, il va libérer la GnRH qui va stimuler l'antéhypophyse. L'antéhypophyse, elle va sécréter d'abord la FSH. Cette FSH, elle agit sur l'ovaire. Bien sûr, les deux sont sécrétés, mais c'est la FSH qui permet le développement du follicule. Donc, le follicule, il va y avoir, il passe par le follicule primaire, secondaire, etc., jusqu'au follicule tertiaire, et à ce moment-là, il va sécréter une certaine quantité d'estrogène. Et cette concentration d'estrogène qui sera bien définie, qui va, par feedback positif ou rétrocontrôle positif, va stimuler l'axe hypothalamo-hypophysaire de telle sorte que l'hypothalamus va sécréter une gonadolibérine ciblée à la libération de LH. Donc là, on aura un pic ou une concentration très élevée de LH, ce qui va provoquer l'ovulation. C'est-à-dire après ce pic-là, après un certain moment, ça dépend de chaque femme, 18 heures jusqu'à 36 heures, il va y avoir ovulation. Ce qui reste, c'est le corps jaune qui va être développé toujours sous l'action de LH et il va libérer de la progestérone et également des oestrogènes. Et ces hormones-là, on va voir plus tard qu'ils vont avoir un effet sur l'utérus. Donc ça, c'est le déterminisme de l'ovulation, surtout du 13e jour au 14e jour. Et comme je viens de dire, il y a certains facteurs qui pourront être soit externes, soit internes, qui vont modifier cet axe hypothalamo-hypophysaire. Seul un contexte émotionnel, il peut faire varier tout ça. Donc là, c'est le contrôle de la fonction ovarine toujours pendant la phase initiale et moyenne de la phase folliculaire. Alors là, ça montre comment les oestrogènes sont synthétisés. La synthèse de ces oestrogènes-là, elle nécessite la coopération de la thèque interne et de la granulosa. Alors, sous l'action de LH, qui est une hormone gonadotrope, il va y avoir bien sûr activation de l'adénylcyclase, transformation de l'ATP en AMP. Il y a une cascade de réactions qui permet la formation des androgènes. Ces androgènes, ils vont passer dans la cellule, les cellules de la granulosa, et sous l'action de FSH, cette fois, on aura transformation des androgènes en œstrogènes, sous l'action d'une enzyme que l'on appelle l'aromatase. Donc c'est l'aromatase qui permet la transformation des androgènes en œstrogènes. Bien sûr, ces deux hormones, ils passent dans la circulation sanguine. Une partie, elle intervient dans le développement de l'ovocyte, et une partie, avec bien sûr des médiateurs chimiques, elle contribue
à la prolifération des cellules de la granulosa, c'est-à-dire ils ont des actions dans la cellule elle-même. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que la formation ou la synthèse des œstrogènes nécessite la coopération de la thèque interne et des cellules de la granulosa du follicule. Donc, les œstrogènes qui sont libérés, il y a 3 types. Il y a les œstrones, il y a l'œstradiol et l'œstriol et l'œstradiol. Donc la plus impliquée bien sûr dans ces hormones-là, c'est la plus connue, ce sont les estradiols. Donc vous voyez bien la structure biochimique de ces hormones-là. Alors comment sont synthétisées ces hormones-là? Donc voilà la biosynthèse de l'œstradiol, parce que l'œstradiol c'est l'hormone la plus marquée. C'est la plus sécrétée. Donc toujours, vous savez que le précurseur, ça, on a déjà parlé de ça, c'est le cholestérol. Bien sûr, une cascade de réactions donne naissance aux androstendiones. C'est une hormone sexuelle mâle. Donc qui va libérer, donc grâce à une aromatase, elle se transforme en œstrone. Et cette androstendione, grâce à une réductase, elle se transforme en testostérone. Et ceci toujours dans la thèque interne. Ensuite, ces deux hormones-là, donc la testostérone va se transformer en œstradiol et l'androstendione se transforme en œstrone. Et bien sûr, il y a l'œstrone et l'œstradiol grâce à une oxydoréductase. Et ceci, c'est dans la granulosa. Donc c'est pour ça qu'on dit que la synthèse des hormones, des œstrogènes nécessite les deux types de cellules, cellules de la thèque et cellules de la granulosa. Donc là, ce schéma montre le contrôle hormonal de la fonction, de toute la fonction ovarienne. Donc nous avons dit que cette fonction, elle dépend de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors l'hypothalamus, il présente 2 cycles. Un centre, il a 2 centres, centre cyclique et un centre tonique. Un centre cyclique qui se met en route chaque mois comme une horloge. C'est ce centre-là qui va régler la fonction ovarienne, et un centre tonique qui est permanent. Donc comment ça se passe? L'hypothalamus qui va libérer la GnRH, qui va stimuler l'adénohypophyse, qui va libérer les 2 hormones. FSH intervient dans la stimulation du développement du follicule. Donc ce qui va libérer toujours pendant la première phase, c'est-à-dire pré-ovulatoire, des œstrogènes. Ces œstrogènes à une concentration bien définie vont stimuler l'hypothalamus qui va libérer la LH, et cette LH qui va permettre l'ovulation et le développement du corps jaune avec libération de la progestérone également et également des œstrogènes. Alors si on a un dérèglement, ça c'est dans le cas normal, je dis bien dans le cas normal. Donc si jamais il y a un dérèglement ou un dysfonctionnement, c'est-à-dire lorsque la concentration des hormones augmente d'une façon très excessive, c'est le feedback négatif, c'est-à-dire l'axe il va inhiber ces sécrétions de telle sorte de ramener ces hormones-là à leur valeur optimale, valeur initiale. La même chose pour la progestérone. Alors quel est maintenant le moment de l'ovulation? Quand est-ce qu'on a libération du gamète femelle? Donc nous avons dit que l'ovulation apparaît après la décharge de LH, et le moment il est variable selon les espèces. Chez les espèces à pente spontanée, c'est-à-dire au cours de la vie génitale, c'est-à-dire cyclique, le temps après la décharge de LH, c'est-à-dire chez la vache, 25 heures après la décharge, on aura l'ovulation. Chez la brebis, 21-26 heures. Chez la chienne, 2 jours après la décharge. Chez la femme, donc après une décharge, donc 18 heures à 36 heures, il peut y avoir libération du gamète femelle. Chez les espèces à pente provoquée, c'est-à-dire l'ovulation, elle se fait après accouplement. Chez la chatte, 24 heures à 30 heures après le coït. Chez la lapine, 10 heures à 12 heures.
Voilà. Donc, après libération du gamète femelle, ce qui reste, c'est le corps jaune. Alors, quel est ce corps jaune-là? C'est-à-dire qu'il va subir le follicule déhiscent, ou bien ovisac, il va subir certaines transformations morphologiques, et sous l'action, bien sûr, de LH, l'hormone lutéinisante, il va se transformer en glande endocrine temporaire. C'est ce qu'on appelle le corps jaune. Donc voilà un schéma, une image du corps jaune d'une rate. Regardez le corps jaune, il est très grand. Là vous avez la zone médulaire. Là vous avez la zone corticale. Rappelez-vous de la coupe transversale qu'on a vue dans la vidéo précédente. Il y a la zone corticale et la zone médulaire. Donc dans la zone corticale vous avez le développement des follicules. Donc après ovulation, bien sûr, ce qui reste c'est le corps jaune. Alors dans l'évolution de l'ovocyte ou bien du corps jaune, on distingue deux types de corps jaune. Il y a le corps jaune progestatif. Même dans le corps jaune progestatif, il y a plusieurs parties. Mais on va parler du corps jaune progestatif et du corps jaune gestatif. Le corps jaune progestatif, c'est lorsqu'il y a absence de fécondation. Lorsqu'il n'y a pas de fécondation, la durée de vie de ce corps jaune, 14 jours. C'est-à-dire, s'il n'y a pas fécondation, le corps jaune, il va se transformer en corpus albicans et il va être libéré par les substances, par les pertes ou bien les sécrétions vaginales. Et il y a le corps jaune gestatif, c'est-à-dire lorsqu'il y a fécondation et gestation ou grossesse, la durée de vie de ce corps jaune, elle est 3 mois. Elle est indispensable pendant 3 mois, mais il continue parce qu'il y a d'autres phénomènes qu'on va voir après qui interviennent, qui prennent le relais, qui prennent la relève de ce corps jaune. Donc la durée, c'est indispensable, c'est 3 mois. Donc dans l'évolution du corps jaune, c'est-à-dire le corps jaune progestatif cyclique, il y a 3 phases. On peut parler de 3 phases. Il y a la phase de lutéogénèse, c'est-à-dire la phase de formation. Phase lutéotrophique, c'est la phase de fonctionnement. Et la phase de lutéolyse, ou bien phase lutéolyse, c'est la lyse, ou bien c'est la phase de disparition du corps jaune. Alors, ce schéma-là, il montre bien ces 3 phases du corps jaune. Donc, rappelez-vous, lorsqu'on a parlé du mécanisme de l'ovulation, nous avons dit que l'épithélium de l'ovaire, il va se réduire, il va s'amincir et il va y avoir formation d'un stigma, d'une membrane qui est avasculaire, qui va être rupturée. Bien sûr, les membranes du follicule, ils vont être réduits et il va y avoir expulsion du follicule et libération du gamète. Alors, après libération, bien sûr, ce qui reste, il va y avoir cicatrisation de la partie qui est lysée au niveau de l'ovaire et le follicule déhiscent, c'est ce que vous voyez ici, il va se transformer, bien sûr, il va commencer à former le corps jaune. Alors, les tecs internes, les cellules de la tech interne et les cellules de la granulosa, ils vont se mélanger pour se transformer. Ils commencent à se transformer en cellules lutéiniques ou bien cellules paralutéiniques, c'est-à-dire les cellules qui vont libérer de la progestérone. Donc, c'est le phénomène, c'est ce qu'on appelle phénomène de lutéinisation, c'est-à-dire les deux types de cellules, ils vont se transformer en cellules lutéiniques ou paralutéiniques. Ensuite, le corps jaune, il passe par une deuxième phase, c'est la phase lutéotrophique, c'est la phase de fonctionnement. Il est en plein fonctionnement. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que à l'intérieur, bien sûr, ici, j'ai oublié de vous dire que les vaisseaux sanguins, ils viennent au milieu de cet ovisac, de ce follicule déhiscent. Donc, dans la phase de fonctionnement, les cellules lutéiniques qui dérivent de la granulosa occupent
le centre et ce sont des cellules lutéiniques qui vont vont synthétiser la progestérone. Et les cellules técales de la thèque interne, ils viennent dans la partie périphérique. Et ce sont des cellules, ils se sont transformés en cellules paralutéiniques et qui vont également sécréter de la progestérone. Et bien sûr, il y aura formation de la membrane externe. Alors, s'il y a, bien sûr, s'il n'y a pas de fécondation, parce qu'on est dans le corps jaune progestatif cyclique sans fécondation, il va être dégradé. C'est la phase de lutéolyse, c'est-à-dire la phase de disparition. Le corps jaune, il va se transformer en corpus albicans et il sera libéré avec les sécrétions vaginales. Donc voilà pour cette vidéo, on va rester là et on continuera dans une autre vidéo, Inch'Allah.